Vincent Hulin, on vous appelle coureur de l'extrême. Alors pourquoi coureur de l'extrême? Qu'est-ce qu'un coureur de l'extrême? Coureur de l'extrême, c'est le coureur qui fait des courses de plus de 160 km parce que ça vient des États-Unis, c'est 100 miles, donc c'est 160 km en France. J'ai eu l'occasion de courir le Tour des Géants qui fait 330 km et qui était à l'époque une course de l'extrême. Et puis après, il y a eu forcément le projet de la Transpyrénéenne. C'est la course que vous venez de finir. 16 jours, 16 nuits à travers les Pyrénées, presque 900 km. D'où vous est venue cette idée folle qui fait suite à la participation et au finish des 4 principaux marathons trail du monde? Ouais, elle est née en fait quelques jours après le retour de cette fameuse course qui s'appelle le Tour des Géants, donc 330 km et 25 000 mètres de dénivelé positif. Ça se passe dans la vallée d'Aoste. Et en fait, c'est l'une des courses les plus dures d'Europe. Et en fait, une fois rentré à la maison, je m'étais dit, voilà, j'ai fait le tour des 4 courses qui m'intéressaient. Donc, outre celle-là, la Diagonale des Fous, l'Ultra Trail du Mont Blanc et le Marathon des Sables. Et je vois sur Internet qu'il y a un organisateur qui lance l'idée folle de faire la traversée des Pyrénées sur le GR10. Et là, je me dis, mais ça, c'est peut-être une course pour moi, puisque j'avais relativement bien fini les 330 km à travers la montagne. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas tenter de voir si le corps peut aller plus loin. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis motivé et dans ma tête était ancrée cette idée de traverser les Pyrénées. C'est le début de la préparation, une préparation qui dure combien de temps et qui ressemble à quoi? Alors, c'est pas vraiment le début de la préparation, parce que peut-être psychologique, parce que donc on remonte quand même 2 ans en arrière et en fait assez rapidement je me rends compte que cette traversée des Pyrénées, j'y pense 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, que quand je vais m'entraîner, je pense qu'à ça. Donc ça commence à me hanter et à partir de ce moment-là, je sais qu'il faut que je mette les moyens pour préparer au mieux cette course-là. Et en fait, la préparation véritablement spécifique commence 1 an à l'avance avec un nutritionniste pour bien se préparer au niveau de la nutrition parce qu'il faut être hyper performant et ne rien laisser au hasard. Ça passe aussi avec un spécialiste du sommeil qui travaille plutôt avec les navigateurs parce qu'il faut dans cette course dormir un minimum pour tenir, mais pas trop longtemps parce que quand on dort pendant ce temps-là, on ne court pas. Et puis c'est un entraînement spécifique, c'est-à-dire 5 à 6 fois par semaine, voire 7 fois par semaine parfois, à partir du mois de janvier, donc jusqu'à fin juin. Vous êtes arrivé sur la ligne de départ avec 260 participants qui ont été choisis sur dossier. Ce n'est pas une course qui est ouverte à tout le monde. On a besoin de venir avec un CV. Il faut avoir prouvé qu'on a déjà fini des courses, notamment qui fassent plus de 160 km. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, le label d'entrée. En revanche, d'entrée de jeu, l'organisateur nous a bien fait savoir que c'était à nos risques et périls et que l'organisation était là pour nous faciliter la tâche, mais que c'était en autonomie, donc il fallait en plus avoir un sac sur le dos. Donc en fait, l'idée était qu'on vous permet de faire cette course-là, mais sachez que ça va être compliqué et sachez qu'il va y avoir de la casse. Et à l'époque, l'organisateur espérait pas plus de 25% des concurrents à l'arrivée, sachant que dans un trail normal, c'est plutôt 50%. Une course qui réunit des coureurs expérimentés et qui n'a pas amené tout le monde au bout. Combien de coureurs vont finir cette course? On est à quelques heures de la clôture de l'événement. Moins de 80, c'est-à-dire que 80 coureurs sur 244 pour être précis au départ, donc ce qui fait à peine un tiers. Après, il va falloir trouver l'analyse, pourquoi certains sont allés au bout et pas d'autres. Moi, ce qui m'a marqué dans cette course, c'est de voir que moi, je me débrouillais pour dormir 3, 4, 5 heures minimum par nuit, là où d'autres coureurs ne dormaient qu'1 heure. Et je pense que sur la durée, ça ne tient pas. C'est-à-dire que sur 16 jours, on ne peut pas dormir qu'1 heure par jour. Après, j'ai eu l'occasion de voir et de doubler certains concurrents qui étaient complètement hébétés, qui ne savaient plus où ils allaient, qui prenaient le GR à l'envers. Donc ça peut faire des gros dégâts si on ne fait pas attention à ça. Donc c'est la gestion de plein de choses. Moi, j'avais mes fondamentaux, c'est-à-dire bien boire, bien manger, bien me reposer, le reste du temps avancer. Vous arrivez très frais alors que vous avez eu un départ très difficile. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette première journée de course où l'abandon n'était pas si loin, même si c'est quelque chose que vous refusez? Vous étiez dès la première journée dans vos limites, un peu dans les cordes. Dans mes derniers retranchements, mais comme ce qui m'a rassuré, c'est en discutant avec d'autres coureurs qui étaient aussi expérimentés. En fait, on a beaucoup été cueillis par la canicule d'entrée de jeu. Donc on a eu très très chaud, déshydraté, même si on buvait, on a l'impression d'avoir toujours soif. Une nouvelle fois, je redis le poids du sac qui est pas négligeable. Et en fait, ce qui se fait à chaque fois, c'est que le corps, il faut lui laisser 3, 4, 5 jours pour assimiler tout ça. La chaleur pendant les 2 premières journées, puis après c'était la pluie avec carrément des orages de grêle. Donc voilà, donc il a fallu vraiment se mettre au diapason, serrer les dents. On sait qu'on a des passages à vide, on sait que ça peut durer très longtemps, on ne sait jamais combien de temps, mais ça revient toujours. On se refait toujours la cerise, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, il a fallu que... Alors j'ai jamais eu le sentiment de me dire je vais abandonner, mais par contre, dès le premier soir, je me suis dit
Si c'est comme ça pendant 15 jours, ça va être très compliqué, beaucoup plus compliqué que ce que je l'imaginais. Vous partiez sur un projet de course solitaire et en fait, dès le premier jour, vous vous associez à un coureur et pendant toute l'aventure, vous allez croiser le chemin de certains coureurs et vous associer à eux. C'est quelque chose qu'on ne voit pas particulièrement dans les marathons. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que sur ce genre de course, on sait que chacun fait sa course. Moi, je m'étais entraîné quelques semaines avec Alexandre Lucas, un autre poids-de-vin, et donc l'idée, c'était, sans se le dire, c'était si on peut faire un maximum de chemin ensemble, on le fait. Et en fait, assez rapidement, on a évolué de la même façon, on voulait procéder de la même façon, gérer le sommeil de la même façon, et en fait, on s'est très très bien entendu, on a passé des bons moments, parce que parfois c'est compliqué, quand vous mettez 3 heures à monter un col, vous êtes content qu'il y ait un copain qui soit là pour blaguer un petit peu, ou pour discuter, pour changer un petit peu l'état d'esprit. Tout se fonctionnait bien jusqu'au moment où le pauvre a eu un pépin physique, c'était le releveur du pied, après c'était le tibia, après c'était le genou. Donc jusqu'au moment où il m'a annoncé qu'il allait devoir abandonné. Donc là, on ne panique pas, on se dit que ça fait partie de la course. Et donc là, je sais que je repars pour une nouvelle course finalement, où je serai seul, mais on n'est jamais seul, parce qu'arrive un moment, les écarts certes se sont faits, mais on rencontre souvent, on double ou on se fait doubler à peu près par les 10 coureurs qui nous précèdent au classement, ou qui sont les 10 au rang d'après. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai couru pendant 2 jours avec un Italien, et puis après pendant une journée avec un Grec, et puis après c'est un Français. Et à partir du moment où on se trouve bien ensemble, eh ben on essaie d'aller le plus loin possible, pour plusieurs raisons, notamment pour la sécurité, parce que courir seul en montagne la nuit c'est dangereux, donc il vaut mieux être plusieurs si jamais il y a un pépin. Et puis la difficulté aussi, c'est qu'on suit le GR, donc c'est les traces rouges et blanches qu'il y a, sauf que parfois les traces on ne les voit pas bien, il y a du brouillard, c'est la nuit, donc dans ces cas-là vaut mieux être plusieurs. Vous avez parlé de la blessure de votre compagnon de début d'aventure. C'est un rappel à l'ordre qui remet dans le contexte et qui vous prouve qu'une course peut s'arrêter à tout moment? C'était ma crainte lorsque je me suis lancé sur ce projet transpyrénéen en disant qu'au bout de 10 km, je peux très bien me faire une entorse. Ça, c'était ma crainte absolue, sachant que sur 900 km, on a un sacré nombre de fois l'occasion de se faire mal, de tomber. Moi, j'ai glissé, chuté plusieurs fois, c'était pas méchant, mais à chaque fois, c'est un petit coup d'adrénaline et on sait qu'on doit être extrêmement concentré et vraiment rester dans sa bulle. Et j'insiste une nouvelle fois, quand il y a du brouillard, quand il a plu, quand c'est le noir complet. Vous avez prévu quand même une organisation sur mesure pour justement gérer cette santé. Vous aviez une équipe de soutien. Donc déjà, c'était quelque chose de permis par la course. Et comment vous avez abordé cette possibilité offerte par la course? Alors c'est une vraie chance, en effet, dans le règlement, on avait le droit de l'assistance. Donc souvent, c'était la femme du coureur ou le mari de la traileuse qui était là. Moi, j'ai carrément mis les gros moyens, puisque j'ai demandé à des copains de mon club de Poitiers de venir. Donc il y avait 3 coureurs, il y avait des femmes, il y avait des élèves kinés qui étaient là parce qu'ils étaient tentés par l'aventure, et ce qui fait qu'à chaque fois que je les rencontrais, c'était un soutien physique, parce qu'il y avait du massage, il y avait la décontraction, parce qu'ils me préparaient à manger, et puis c'était aussi un soutien moral, mental, parce que ça faisait du bien de voir les copains. Et en fait, rarement dans la course, j'ai pensé faire 900 km, à chaque fois je réfléchissais entre 2 CP, entre 2 checkpoints, et en fait je pensais surtout au bonheur de retrouver les copains qui allaient m'amener une bouteille d'eau fraîche, qui allaient discuter un peu avec moi, etc. Donc c'était, je pense que sans eux, c'était réalisable, mais avec eux, c'était encore plus réalisable, plus facilement réalisable, et puis ça prenait une dimension humaine que j'aime, parce que c'était pas juste le défi sportif, c'était aussi finalement cette aventure humaine qui était partagée, quoi. Encore une fois, c'est là que votre course a dévié entre une aventure solitaire et une aventure collective, une aventure que vous avez aussi partagée sur les réseaux sociaux avec un dispositif. Comment avez-vous ressenti, enfin qu'est-ce que ça vous a apporté, ce fait de partager avec des gens que vous ne connaissiez pas forcément et de recevoir des messages de soutien que vous ne pouviez pas forcément tout le temps lire, mais de sentir une communauté autour de vous? Alors moi, ça ne m'a pas coûté grand-chose, ça m'a coûté 1 à 2 fois par jour, au moment où je me faisais soigner ou masser, de prendre un dictaphone et puis de raconter un petit peu mes aventures, mes rencontres, etc., mes états d'âme. Et en échange, en effet, malheureusement à la montagne, les portables passent pas souvent, mais quand au moins 1 fois par jour, j'arrivais à checker un petit peu, à aller voir ce qui se passait sur Facebook, et que je voyais au fur et à mesure de l'aventure que le nombre de personnes qui adhéraient était en train de grossir, je trouvais ça juste hallucinant. Et franchement, de savoir que des gens se motivaient, qu'ils étaient fébriles, ces gens-là, en se disant où est-ce qu'il en est, il n'a pas l'air d'être bien, vivement qu'on ait de ses nouvelles, de savoir que des gens s'inquiétaient pour moi et étaient à fond derrière moi, ça m'a vraiment boosté. Il m'est arrivé parfois sur des coups de moins bien d'essayer de me raccrocher à des choses qui m'aidaient à avancer, et là je me disais, il y a des gens sur Facebook qui sont en train de suivre ton aventure. Et après j'ai eu le temps aussi de lire des jolis messages, des gens qui disaient ce que vous faites c'est incroyable, c'est génial, vous vivez votre rêve, vous êtes un moteur pour nous, vous êtes un exemple. Enfin voilà, c'est juste incroyable qu'on puisse dire ça, et forcément ça aide, quoi.
Vous êtes journaliste de profession, vous avez déjà écrit un livre, Coureur de l'extrême. Cette volonté de partager vos aventures, est-ce que c'est aussi la façon de mettre la lumière sur un sport qui est très peu connu, le trail, et pas assez médiatisé? Moi, je pense que le trail, en effet, gagne à être connu. On parle parfois des valeurs du trail. Alors parfois, c'est galvaudé parce qu'on met tout et n'importe quoi. J'ai souvenir, tout simplement, un soir, d'avoir partagé la journée complète avec un coureur italien de Sardaigne, pour être tout à fait précis, Roberto. Et le soir, on s'est retrouvés à camper ensemble et à dormir. Donc, ni lui ni moi n'avions pris notre douche et on a couché l'un à côté de l'autre sous la même de tente. Et franchement, est-ce qu'il y a beaucoup de domaines dans la vie, que ce soit sportif ou professionnel, où une telle simplicité aurait lieu? Non, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est ces valeurs-là. Ce garçon en question, on a fini la course ensemble. J'aurais très bien pu arriver plus tôt sur la ligne d'arrivée, mais il avait les pieds en sang, il n'arrivait pas à soigner ses ampoules. Et dans les descentes, c'était un vrai calvaire. Et ben, moi, j'ai tenu à l'accompagner jusqu'au bout avec Charlie, un autre concurrent originaire ici du Pays Basque. Et en fait, il n'y avait rien de plus beau qu'arriver ensemble plutôt que vouloir sprinter tout seul dans mon coin. Donc voilà, ça c'est un moment de partage, de solidarité, et rien que pour ça vaut le coup d'être vécu, quoi. Vous avez brillamment conclu la course, fini 46e, même si le classement ne compte pas vraiment pour vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti en traversant la ligne d'arrivée? Est-ce que ce projet qui a mûri pendant 2 ans et qui a été mis en place pendant 6 mois de préparation, est-ce qu'il y a un baby blues? Est-ce qu'il y a un sentiment d'accomplissement? Comment on ressent ce passage de ligne d'arrivée? Alors la ligne d'arrivée, c'est un peu particulier cette fois-ci parce qu'en fait, comme j'étais entouré de ma famille, de mes amis de club, de mes enfants que je n'avais pas vus depuis 15 jours, donc c'était surtout priorité à eux. Et puis souvent, et je l'ai encore eu là et je vais l'avoir dans les jours qui viennent, c'est un sentiment de plénitude. C'est-à-dire, ce que j'aime moi dans la vie, c'est me fixer un défi, me donner les moyens de le réussir et de le réussir. Et à partir de là, on se dit, bon, qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant? Donc voilà, je crois que c'est ça ce qui m'importe, c'est se sentir être encore plus vivant. C'est vrai que passer 2 jours dans la gadoue, les pieds dans la boue, dormir quand il fait froid dehors dans une grotte parce qu'on ne peut pas mettre la toile de tente, c'est des choses qui sont vraiment dures. On sort de notre confort au quotidien. Mais quel bonheur après de voir le rayon de soleil ou de voir le soleil se lever sur une montagne. Voilà, il y a des choses, il y a des frustrations qu'on peut vivre pendant la course, mais du coup qui décuplent après le sentiment de bonheur. Quand on a faim, enfin de pouvoir manger, quand on a soif, enfin pouvoir boire, et puis quand on est allé au bout de son rêve et de pouvoir le partager avec ses amis sur la ligne d'arrivée, bah écoutez, il n'y a rien de plus beau, quoi. Vous êtes ancien judoka de haut niveau, notamment en jeune, vous avez été formé à l'INSEP. Vous pensez que le mental est une chose primordiale dans ce type de course? Je pense que plus on allonge le kilométrage, plus le mental devient essentiel. J'ai eu l'occasion de le dire, je crois qu'à un moment, et j'ai pris cette habitude-là dans ce sport de me mettre en mode machine, c'est-à-dire qu'arrive un moment, si on réfléchit 2 secondes et si on est un petit peu cohérent, on se dit ça sert à rien de faire ce que tu es en train de faire, tu es en train de te faire mal, c'est pas drôle, il fait froid, tu as faim, tu as soif, ta famille te manque, arrête. Enfin, spontanément, c'est ce qu'on pourrait se dire. Sauf qu'on se dit non, ouais, tout ça, ok, certes, mais là, ce que je suis en train de réaliser, c'est un truc de dingue. Je vais y arriver et je ne vais pas me laisser me faire avoir et baisser les bras. Et donc voilà, ça booste. Et c'est vrai que l'esprit compétitif que j'ai eu en tant que judoka, ça aide, ne rien lâcher. La course n'est jamais terminée, rester concentré jusqu'au bout. Et le côté niaque un peu, ouais, je pense que ça aide en effet. Est-ce que vous pensez que ce mental, cet aspect de dépassement de soi, peut s'appliquer aussi dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément liés à une performance physique? Par exemple à des projets qui prennent des années à prendre forme, de livres, d'œuvres artistiques. Cette volonté d'aller au bout et de ne jamais lâcher, même si parfois ça paraît manquer de sens ou ça paraît demander trop d'efforts? Alors moi, dans la vie de tous les jours, je le vois, que ce soit en famille, que ce soit dans ma vie privée ou professionnelle, je suis un bulldog, quoi. C'est-à-dire que quand je chope quelque chose, je ne le lâche pas comme ça. Donc je crois que c'est hyper important, mais ce qui est vrai pour moi est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun, dans son domaine de prédilection, dans ses aventures personnelles, on peut tous se fixer des défis, on peut tous être motivés pour aller au bout des choses. Et franchement, dans la vie, il n'y a rien de plus beau que de se fixer des objectifs et de réussir. Donc moi, oui, c'est quelque chose. Alors parfois que je me surprends à être, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte foncièrement, ok, quand je suis dans la montagne et que le col il est en haut et que j'en bave, il faut y aller, là je m'en rends compte, mais des fois, ça m'arrive que dans le milieu professionnel, si je veux décrocher un rendez-vous et que j'arrive pas à l'avoir, je suis une vraie teigne et je lâche rien et jusqu'au moment où j'obtiens satisfaction, et ça arrive. Vous pensez que tout le monde a cette capacité, à un moment, à déclencher, à aller de l'autre côté de, j'allais dire, de l'impossible, et à se dire
j'irai quoi qu'il arrive? Moi, je crois que c'est en nous, hein. Après, c'est peut-être enfoui, des fois peut-être un peu profondément. Mais pour ça aussi, il faut se donner les moyens, il faut se mettre aussi un petit peu en danger. Et souvent, l'expression que j'emploie, c'est sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de pousser les portes, il ne faut pas avoir peur d'aller loin. Et je crois que, pour répondre à la question, oui, je crois que c'est en chacun de nous et qu'on a tous les moyens. Et parfois, on peut se surprendre en disant « Oh là, j'ai fait un truc, j'y croyais pas. » J'aime pas l'expression « aller au-delà de ses limites ». C'est-à-dire qu'on va jusqu'à ses limites, mais au-delà, par définition, on ne peut pas aller au-delà de ses limites. Mais par contre, on peut, notamment, je le vois dans la capacité du corps à endurer des charges de travail. Voilà, donc là, je pense qu'on peut pousser très très loin la machine. Et finalement, le bilan de cette Transpyrénéen, c'est qu'après 16 jours de course, si vous me dites il faut encore courir 15 jours ou un mois, je suis en capacité de vous dire bah oui, allons-y, quoi. Pour finir, Vincent, vous avez choisi pendant 15 jours de sortir de votre zone de confort. Pour y revenir et l'élargir, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé sur la ligne d'arrivée aujourd'hui? Bah voilà, sur la ligne d'arrivée, j'avais prévu une petite surprise pour ma compagne, parce qu'en fait, ça fait 12 ans qu'on est ensemble et on a 2 enfants ensemble. Et je cherchais depuis des mois et des mois comment faire une demande en mariage et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Donc voilà, j'avais emmené un petit coffret avec une bague à l'intérieur dans mon sac à dos. Et j'y pensais de temps en temps, ça m'allégeait le cœur un petit peu. Et donc j'ai fait la surprise à Sophie en arrivant sur la ligne d'arrivée. Et bien, tout simplement de la demander en mariage. 900 km pour une demande en mariage, c'est pas un peu beaucoup? Bah, c'est 16 jours de réflexion.